Bonjour à tous pour ce 14e épisode de ces films que vous ne verrez jamais. Vous le savez, cette émission qui fout vos fantasmes de cinéphiles aux chiottes. Aujourd'hui, on revient à un genre qui continue de déchaîner les passions, le film de super-héros. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet, mais force est de constater qu'il y a encore plein de projets qui ont fini aux oubliettes. Si actuellement ils sont encore légion dans l'industrie cinématographique, on peut sentir une certaine lassitude, même s'il y a encore un public pour ça. On a beau produire tout et n'importe quoi pour développer des univers étendus, il fut un temps où c'était un peu plus compliqué que ça. Maintenant, est-ce que les 3 projets du jour vous hype? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Au programme aujourd'hui, Joel Schumacher qui aurait pu faire un bon Batman, l'élasticité des Wachowski et Quentin Tarantino qui revisite une montagne du muscle en mode blaxploitation. Vous êtes prêts? C'est parti pour ce 14e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, spécial super-héros. Numéro 1, Batman Unchained, réalisé par Joel Schumacher. Les Batman de Joel Schumacher ont mauvaise réputation. C'est indéniable, encore aujourd'hui, les fans du justicier de Gotham n'acceptent toujours pas la direction qui a été prise après ce qu'avait fait Tim Burton. Pourtant, avant que Christopher Nolan ne reprenne la franchise presque 10 ans plus tard, le réalisateur de L'Expérience Interdite a failli, je dis bien failli, se faire pardonner avec un 5e Batman qui serait revenu aux fondamentaux. Après Batman et Batman le défi, la Batmania est à son comble avec également la série animée créée par Bruce Timm qui cartonne. Cependant, Warner Bros, quelque peu déçu par les chiffres au box-office de Batman le défi, souhaite poursuivre la saga mais en opérant un virage axé tout public. Excite donc Tim Burton et son univers sombre et gothique, sans oublier son spin-off Catwoman déjà traité dans cette émission qui passe à la trappe. Pour remplacer le réalisateur de Beetlejuice, le studio fait appel à un mec très en vogue, Joel Schumacher, dont la production de Chute Libre s'est très bien passée. Bizarrement, sur le papier, le choix de Joel Schumacher est assez étrange car sa filmographie, quoique très éclectique, n'est pas destinée à tous. Le film de vampire bien sanglant en Génération perdue, L'expérience interdite qui traite de la vie après la mort amenant des visions terrifiantes, Chute libre où Michael Douglas prend les armes dans la ville de Los Angeles juste après l'affaire Rodney King, ou encore Le Client, où un adolescent est traqué par la police et la mafia après avoir assisté au suicide d'un avocat qui en savait beaucoup trop. Finalement, il reprend la franchise Batman, Michael Keaton n'aimant pas la direction prise et remplacé par Val Kilmer, ainsi sort en 1995 Batman Forever. Affrontant l'homme mystère et double face interprété par Jim Carrey et Tommy Lee Jones, le film ajoute également Nicole Kidman et Chris O'Donnell dans le rôle de Robin. Proposant une esthétique moderne, colorée et punk, sans oublier un ton humoristique beaucoup plus présent en totale opposition avec la vision de Tim Burton, le film divise énormément la critique et les fans, reprochant la direction prise, s'éloignant de l'esprit sombre et torturé du super-héros. Mais les chiffres ne mentent pas, avec 336 millions de dollars au box-office mondial, rapporte presque 100 millions de plus que son prédécesseur, confortant Warner Bros dans cette position. Très vite, un 4e volet intitulé Batman et Robin est en préparation. Val Kilmer, qui ne s'était pas bien entendu avec Joel Schumacher durant le tournage de Batman Forever, délaisse la cape du super-héros au profit de George Clooney. On a également Chris O'Donnell qui reprend le rôle de Robin. Parmi les nouveaux, Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, Uma Thurman en Poison Ivy et Alicia Silverstone qui complète l'équipe du héros avec le costume de Batgirl. Le tournage se déroule tranquillement en automne 1996, mais en parallèle, Warner Bros, sûr de son succès, pense déjà à un 5e film. Après avoir vu les premiers rushs, Joel Schumacher est conforté pour garder son poste de réalisateur. Bonne nouvelle également, Akiva Goldsman, l'un des pires scénaristes hollywoodiens, et je pèse mes mots, ne remplit pas, remplacé par Mark Protosevich, qui sera plus tard connu pour les scripts de The Cell de Tarsem Singh, Poséidon pour Wolfgang Peterson ou encore Old Boy de Spike Lee. Il y a à boire et à manger dans sa filmographie, mais ça reste solide dans l'ensemble. Intitulé Batman Unchained, ce 5e volet aurait confronté Batman et ses alliés à l'un de mes méchants préférés, l'Épouvantail. Créé en 1941 par Bob Kane et Bill Finger et apparaissant dans le comics Wolf Finesse Comics, il le sera durant l'âge d'argent à partir des années 60, devenant l'un des ennemis les plus connus et les plus populaires de l'univers Batman. À la base d'un psychologue du nom de Jonathan Crane, qui, fasciné par les phobies, va devenir un criminel nommé l'Épouvantail, utilisant son fameux gaz pour exploiter au mieux les peurs de ses adversaires. Pour le rôle est envisagé Nicolas Cage, et quand on connaît le bonhomme, jouer les tarés de service est une bonne idée sur le papier. Un 5e volet qui, de par son méchant, serait revenu à un univers beaucoup plus sombre, comme au début de la saga, ce qui hypait énormément les fans, mais également l'apparition d'un 2e méchant, ou plutôt méchante, en la personne de Harley Quinn. Créé en 1992 pour la série animée, le personnage est très vite devenu populaire de par sa nature, une ancienne psychiatre devenue follement amoureuse du Joker
et en entretenant une relation amour-haine avec le clown du crime. Pour le choix du personnage, le studio passe sur Courtney Love où son look débridé colle parfaitement au personnage qui, dans le film, veut se venger de Batman pour avoir tué le Joker dans le premier film, car petit changement dans les origines, elle aurait été présentée comme la fille biologique de ce dernier. Pourquoi pas après tout, car en soi, si le Joker n'est pas présent, Harley Quinn n'a pas vraiment de raison d'être. Un petit retour aux sources vraiment intéressant, mais je vous ai pas dit le meilleur. De par le gaz de peur, Batman aurait eu des visions et aurait été confronté à ses anciens ennemis disparus. Et oui, le Joker, le Pingouin, l'Homme Mystère et Double Face auraient apparu dans une scène hallucinatoire juste géniale. Clairement, avec tout ce que je viens de dire, soyons honnêtes, ce Batman Unchained aurait eu de la gueule. Malheureusement, il restera au stade embryonnaire. La cause, vous le savez, Batman et Robin. Très mal accueilli par son aspect kitsch et les libertés prises sur le caractère des personnages, les dialogues et les allusions sexuelles se voulant presque un hommage à la série des années 60, la pilule ne passe pas et le film sera un énorme échec. Joel Schumacher s'excusera même auprès des fans et l'idée de ce Batman Unchained reviendra dans sa Batcave, tombée dans l'oubli. Et je trouve ça dommage car Batman Forever et Batman et Robin, tu peux leur reprocher tous les défauts du monde. Il y a une identité visuelle, tu reconnais les films en quelques plans, mais surtout, Joel Schumacher avait compris les attentes des fans avec un 5e volet qui serait revenu à l'essence même de ce que c'est Batman en citant directement les 2 films de Tim Burton. Finalement, on devra attendre 2005 pour revoir Batman sur grand écran avec Batman Begins qui lancera la trilogie Dark Knight avec comme ennemi un certain Épouvantail interprété par Cillian Murphy. De là à dire que Christopher Nolan a repris certaines idées de la version avortée de Joel Schumacher, il n'y a qu'à pas que je franchirai pas. But if you'd like to make an appointment. Numéro 2, Plastic Man réalisé par les Wachowski. Durant les années 2000, les films de super-héros commencent à prendre de l'ampleur. Spider-Man, X-Men, Hulk, Ghost Rider, Daredevil, les 4 Fantastiques, Superman Returns ou encore Batman Begins ont plus ou moins marché au box-office. Et en 2008, alors que Iron Man va lancer le Marvel Cinematic Universe, Warner, qui détient les personnages de l'univers DC, envisage de continuer à proposer des films standalone. Du coup, une rumeur commence à enfler sur un super-héros improbable, Plastic Man. Créé en 1941 par Jack Cole et apparaissant dans le premier numéro de Police Comics, édité par Quality Comics, Patrick O'Brien, dit Langui, est à la base un voyou qui, lors d'un cambriolage, tombe par accident dans une cuve de produits chimiques, lui donnant la capacité d'un corps malléable. Renonçant au crime, il devient Plastic Man avec des aventures à l'humour décalé et loufoque, très apprécié des lecteurs. En 1956, Quality Comics est racheté par DC Comics pour lui donner sa propre série, mais surtout pour l'incruster comme un membre de la Justice League. Un personnage loufoque et décomplexé, permettant toutes les dingueries visuelles possibles à l'écran, ben forcément tous les ingrédients étaient là pour que ça soit les Wachowski qui le mettent en scène. Le fameux duo qui vient de révolutionner la science-fiction avec la trilogie Matrix, mais avant les aventures de Neo, ils envisageaient déjà d'adapter le super-héros sur grand écran. En effet, en 1995, les Wachowski, alors encore en début de carrière, lancent un premier script et à l'époque, Warner Bros et Steven Spielberg, via sa boîte Amblin Entertainment, s'associent pour le produire. Cette première monture, très humoristique, confronte O'Brien, qui s'appelle Daniel cette fois-ci, à un industriel pollueur nommé Icarus Argon. Ce dernier capture Daniel pour en faire un cobaye, devenant ainsi Plastic Man. Il va devoir sauver la ville de Icarus Argon qui veut la transformer en bouillie visqueuse. Cependant, Warner Bros, jugeant le scénario trop fantaisiste, ils ont fait Batman Forever et Batman et Robin, je rappelle, mais ok si tu veux, se retire de la production, prétextant également que les effets spéciaux de l'époque n'étaient pas assez avancés pour montrer efficacement les pouvoirs de Plastic Man sur grand écran. Ça par contre, ça se tient. Le projet se retrouve en stand-by jusqu'en 2008. À ce moment-là, les Wachowski ne sont plus des inconnus et ils veulent relancer la production, surtout qu'un argument de poids ajoute une certaine hype. Le rôle principal serait envisagé à Keanu Reeves, que le duo de cinéastes connaissent très bien. L'acteur est prêt à rempiler avec eux, remplaçant sa tenue en cuir et ses lunettes de soleil pour un beau petit juste au corps rouge. Qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer ? Bah, plusieurs choses en fait. L'échec commercial du jouissif Speed Racer, qui pour un budget de 120 millions de dollars ne rapportera malheureusement que 90 millions au box-office mondial. Ouch. Et de l'autre côté, le carton massif de The Dark Knight qui enfonce encore plus le projet, confortant l'idée de rester sur la formule de Christopher Nolan, sombre et réaliste, faisant l'unanimité plutôt que relancer un super-héros coloré et délirant. Devant cette déception, les Wachowski reviendront à la science-fiction avec leur chef-d'œuvre Cloud Atlas,
puis poursuivront avec l'inégal Jupiter Ascending et le 4e Matrix. Cependant, en 2018, un nouveau film Plastic Man est annoncé, mais pour l'instant il y a encore peu d'infos, surtout qu'à côté, DC, qui avait développé un univers étendu en 2013 avec Man of Steel, va bientôt être rebooté par James Gunn. Du coup, on ne sait même pas si les Wachowski sont toujours intéressés pour le réaliser. En plus, certaines rumeurs annoncent que le scénario serait finalisé avec un affrontement contre Toyman, mais aussi que Plastic Man deviendrait une femme. Bref, c'est un gros bordel. En attendant, vous pouvez toujours voir le super-héros sur les différents films d'animation qui sont sortis ces dernières années. Numéro 3. Luke Cage, réalisé par Quentin Tarantino. La carrière de Quentin Tarantino n'est plus à contester, devenu l'un des cinéastes les plus influents de ces 30 dernières années de par sa cinéphilie variée et sa connaissance exemplaire du 7e art qui transpire à travers ses films. Pourtant, au début des années 90, à une époque où il avait tout approuvé, le futur réalisateur de Kill Bill a failli passer par la case Marvel en adaptant le super-héros afro-américain Luke Cage. Créé en 1970 par Roy Thomas, George Tuska, Archie Goodwin et John Romita, en apparaissant dans le premier numéro du comics Luke Cage Hero for Hire, Luke Cage, né Carl Lucas, grandit dans le quartier de Harlem à New York, qui un jour se retrouve en prison suite à la trahison de son partenaire qui avait caché de l'héroïne chez lui. Durant son séjour, un scientifique lui propose d'être le sujet d'une expérience lui permettant de laver son honneur. Le déroulement se passe mal suite à un sabotage, mais Lucas se retrouve transformé et parvient à s'échapper. Prenant le nom de Luke Cage, il se met à offrir ses services contre le crime en échange de modestes récompenses. Durant ses aventures, il fera la rencontre de Spider-Man, Daredevil ou encore les 4 Fantastiques. À sa création, Luke Cage est le premier super-héros afro-américain à avoir droit à sa propre série et en étant en pleine période blaxploitation, le succès est au rendez-vous. Lorsque les ventes déclinent, Marvel décide de fusionner sa série avec celle de Iron Fist jusqu'au reboot au milieu des années 80. Luke Cage, ou Power Man, il a aussi ce pseudo-là, possède une force surhumaine lui permettant de soulever 25 tonnes, agrémenté d'une bonne expérience au combat à main nue. Il dispose également d'un corps ultra résistant lui permettant de tenir face aux coups surpuissants et aux armes à feu. Il guérit aussi plus vite qu'un être humain normal. Gros lecteur de comics et fan de Luke Cage, Quentin Tarantino, qui vient de sortir son premier film Reservoir Dogs, envisage l'idée d'adapter l'un de ses super-héros préférés sur grand écran. Mais on va couper court, le cinéaste, quand son entourage n'est pas en accord avec lui, il envoie tout valser assez rapidement. La cause, le choix de l'acteur principal. En effet, le cinéaste voulait dans le rôle principal Laurence Fishburne, qui commençait à percer grâce à The King of New York d'Abel Ferrara et Boys in the Hood de Spike Lee, mais ses potes l'encourageaient à prendre Wesley Snipes, qui était très populaire suite à ses apparitions dans Passager 57 et Demolition Man. Forcément, Quentin Tarantino, faut pas l'énerver, il dira « Allez vous faire foutre, je laisse tomber ». Bon, un mal pour un bien, puisqu'il gagnera la Palme d'Or avec son film suivant Pulp Fiction, mais se permettra quand même de rendre hommage à la blaxploitation avec Jackie Brown en 1997. Quant aux acteurs concernés, Laurence Fishburne cartonnera avec le rôle de Morpheus dans la saga Matrix, et Wesley Snipes passera lui par la case Marvel avec Blade. Pour ce qui est de Luke Cage, un autre projet d'adaptation a été envisagé dans les années 2000. Marvel Studios s'associe avec Columbia pour le développer avec John Singleton à la réal et Tyrese Gibson dans le rôle titre. Finalement, ça se concrétisera pas. On devrait attendre 2016 avec la série Luke Cage, diffusée sur Netflix à l'époque, maintenant disponible sur Disney+, avec Michael Ter dans la peau du super-héros, qui aura droit à 2 saisons, sans oublier ses apparitions dans Jessica Jones et The Defenders. Depuis, plus rien. Après, l'acteur est toujours ouvert à l'idée de reprendre son rôle si un jour, Marvel Studios pense à faire revenir le personnage dans son univers étendu. Voilà, ce 14e épisode de ces films que vous ne verrez jamais est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 projets et laissez-moi savoir lequel vous aurez le plus intéressé. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.